Bonjour Philippe Minaudier. Bonjour. Vous allez venir nous parler aujourd'hui de fièvre tropicale. Je vais vous laisser vous présenter pour commencer. Oui, je suis donc Philippe Minaudier, je suis pédiatre de formation. Je travaille dans un service d'urgence pédiatrique adossé à une unité de pédiatrie générale. J'ai fait pas mal de maladies infectieuses par le passé et à ce titre aussi des maladies tropicales, d'où ma présence ici avec le sujet qui m'a été confié et sur un plan plus d'expertise. Je suis membre de la commission spécialisée maladies infectieuses, maladies émergentes du Haut Conseil de santé publique. Très bien, merci pour cette présentation. Pour commencer, quand est-ce qu'on peut évoquer une fièvre tropicale et si on l'évoque, comment faire pour avancer sur le diagnostic? D'une certaine façon, ça pourrait être simple. Il faudrait qu'il y ait de la fièvre et des tropiques. Alors la fièvre, déjà, c'est pas toujours aussi simple que ça. On considère globalement que c'est une température supérieure à 38 ou 38,2 rectale ou tympanique. Et puis ensuite, la problématique du voyage en zone tropicale est toujours un peu difficile parce que pour beaucoup de médecins ou d'équipes, on l'évoque quand il y a eu dans le passé un séjour en zone tropicale. En fait, la majeure partie des infections qui causent de la fièvre surviennent dans des délais relativement courts, soit durant le séjour sur place, soit dans un délai court après le retour. Donc si on est à 3 mois, 4 mois, 5 mois après le retour, comme on va peut-être en discuter, il faut peut-être penser à autre chose qu'à une fièvre liée à une pathologie tropicale, même si ça existe. D'accord, donc on élimine les diagnostics différentiels avant de se dire qu'il y a vraiment une fièvre tropicale. Oui, c'est ça. Je crois qu'un des messages qu'on pourrait dire, c'est qu'avant de penser tropical, il faut penser cosmopolite. Donc finalement, pour vous, réanimateurs, faire un peu comme d'habitude, c'est-à-dire essayer d'exclure ce qui est la pathologie courante infectieuse qui conduit des enfants en réanimation, à savoir essentiellement soit des pathologies respiratoires avec des pneumopathies et des détresses respiratoires remarquées, soit des pathologies infectieuses responsables de choc, qu'elles soient à point d'appel urinaire, parce que c'est très fréquent chez l'enfant, ou systémiques, comme un purpura fulminans, une infection à pneumocoque, ou je ne sais trop quelle infection communautaire tout à fait banale. Et puis après, il y a dans une moindre mesure les problématiques infectieuses neurologiques qui peuvent effectivement conduire des enfants dans une réanimation ou une unité de surveillance continue, comme des encéphalites par exemple. Mais on va dire que avant de penser tropical, penser cosmopolite. Premier message. Premier message bien enregistré. Ensuite, pour nous les réanimateurs, quelles sont les grandes pathologies en termes de fièvre tropicale qui peuvent amener un patient en réanimation? Alors il y a plusieurs choses avec des étiologies spécifiquement tropicales. La première, parce que finalement c'est la plus connue, la plus médiatisée, peut-être aussi la plus grave et la plus fréquente, c'est la problématique du paludisme grave. Les accès palustres surviennent essentiellement dans le mois, 90%, ou dans les 2 mois, 97%, qui suivent le retour. Bien sûr, tous ne sont pas des accès graves, mais lorsqu'on a des accès graves, c'est-à-dire des accès où il va y avoir à la fois un paludisme microbiologique, mais également des signes neurologiques, cardiovasculaires, respiratoires ou biologiques, en particulier en lien avec les troubles hémodynamiques comme une acidose ou une hyperlactatémie, dans ces cas-là, il est recommandé au moment de transférer un patient dans une unité de surveillance continue ou de soins intensifs pédiatriques pour bénéficier du traitement qui est traitement spécifique du paludisme. Alors ça, c'est avant tout pour des enfants qui ont séjourné en Afrique subsaharienne. Le risque de paludisme en Asie du Sud-Est ou en Amérique du Sud est extrêmement faible. Et en fait, le paludisme dans ces zones-là circule dans des endroits où finalement les enfants vont peu pour des voyages. Ça peut arriver, mais c'est extrêmement faible. Donc première entité, Afrique subsaharienne et paludisme. Deuxième entité, et aussi parce que c'est une entité émergente, c'est toute la problématique des arboviroses, c'est-à-dire des maladies virales transmises par essentiellement des moustiques, au sens large, hein, même si les entomologistes diront que ce n'est pas toujours des moustiques, mais enfin globalement des moustiques, et au premier chef pour la gravité, la problématique de la dengue. La dengue est une pathologie virale, plus souvent bénigne. On la connaît en France par les territoires ultramarins, puisque que ce soit en Océanie, en Polynésie ou dans le département français d'Amérique, eh bien, on a des épidémies régulières.
Heureusement, le plus souvent, il s'agit soit de formes ou aussi symptomatiques, parfois symptomatiques mais peu graves. Mais certains enfants peuvent faire des formes sévères qui peuvent conduire à aller en réanimation pour une raison de défaillance polyviscérale ou de sang leakage avec des constitutions d'œdème et de pathologies d'épanchement, notamment pleuro-péricardique. Donc ce sont essentiellement ces deux pathologies-là qui sont prédominantes en termes de volume. D'accord. Donc deuxième message aussi très important. Et on n'a pas encore parlé des fièvres hémorragiques plutôt africaines, type Ebola. Est-ce que, déjà, dans quel cas on peut l'évoquer? Et puis, si on y pense, est-ce qu'il y a des réflexes à avoir Oui, ça c'est très bien d'évoquer ça parce que on a vu avec le Covid, qui n'est pas une fièvre hémorragique, mais la problématique de l'émergence de nouvelles pathologies. Et il est probable que dans les années qui viennent, de nouvelles pathologies vont émerger en Europe, des pathologies qui juste alors étaient cantonnées au monde animal, comme les infections à coronavirus, le grand SARS-CoV-2, probablement un virus des chauves-souris. Et puis pour les fièvres hémorragiques, et vous avez évoqué Ebola, dans des milieux forestiers, notamment chez les chauves-souris. Les modification de l'environnement, la déforestation, l'irruption de l'homme à l'intérieur des forêts peut conduire à un passage de ces virus hémorragiques animaux à l'homme. Et ça a été le cas en particulier avec une très grosse épidémie qui a eu lieu en Sierra Leone, Guinée et Libéria il y a une dizaine d'années, avec un nombre de cas important et une mortalité importante. Alors, ça ne nous concerne pas directement ici, c'est plutôt des pathologies qui sont un peu exotiques à l'heure actuelle. Mais un des messages que vous avez un petit peu dit, c'est que si jamais on avait un sujet, qu'il soit adulte ou enfant d'ailleurs, qui venait sur le territoire métropolitain ou ultramarin en provenance d'Afrique équatoriale, on va dire, subsaharienne, et qui présentait à la fois une fièvre et des signes hémorragiques, il faut avoir le réflexe de se dire est-ce que ça ne peut pas être une virose de type Ebola, Marburg, Lassa, point de suspension. Et dans ces cas-là, le plus simple, c'est d'essayer, si on peut, d'isoler le patient pour éviter la transmission, de se prémunir soi-même de tout ce qui peut être émonctoire, hein, donc faire attention à ce que vous faites déjà avec les prises de sang, les vomissements, les diarrhées, etc. Et puis de contacter surtout assez rapidement votre établissement de santé de référence pour le risque épidémique et biologique. Vraiment, il y a une trame sur le territoire avec un ESR national à Paris et en Ile-de-France, et puis des ESR régionaux essentiellement localisés dans des CHU. Il y a en général des infectiologues adultes qui sont, pas en général, il y a des infectiologues adultes qui peuvent être joints et qui peuvent vous aider à savoir si le risque est fort ou faible. Et si jamais le risque était fort, il faudrait une confirmation microbiologique, en l'occurrence virale par PCR, qui se fait là aussi dans des laboratoires équipés pour ce risque-là, dans ces mêmes ESR. Et donc peut se discuter à ce moment-là d'un transfert du patient dans l'ESR de référence pour à la fois la prise en charge et le diagnostic. C'est pas toujours très évident probablement si le patient est grave, parce qu'on va se retrouver dans un dilemme éthique qui va être, dans ce contexte-là, est-ce que je m'occupe du patient ou est-ce que j'essaie d'éviter de transmettre autour? Et donc ça, c'est parfois extrêmement compliqué. Et en tant que médecin, bien sûr, probablement qu'on s'occupera du patient, mais le message, c'est d'essayer peut-être d'en faire le moins possible sur le plan invasif, si l'on peut. Très bien, merci beaucoup pour toutes ces réponses sur ce sujet très vaste que sont les fièvres tropicales et pour ces messages très pratiques. Je ne sais pas si vous avez une dernière remarque à ajouter. Non, je crois que ce sont des pathologies qui sont finalement assez rares dans nos centres hospitaliers a fortiori, lorsqu'on n'est pas forcément dans une zone où il va y avoir beaucoup de migrants. Elles sont plus fréquentes en Ile-de-France, elles sont plus fréquentes dans la région sud et particulièrement dans la région marseillaise, elles sont plus fréquentes en Rhône-Alpes autour de Lyon, donc dans les grandes métropoles, mais c'est plus difficile lorsqu'on est dans un petit hôpital provincial d'avoir ces réflexes-là. Je dirais que soyons simples, hein, si je devais donner les messages, c'est penser d'abord fièvre cosmopolite, si un voyage en Afrique, éliminer le paludisme,
Si on a voyagé dans une zone où peut circuler une arbovirose, demandez un diagnostic d'arbovirose et gardez toujours en tête qu'il peut y avoir des émergences, et en particulier sur les fièvres associées à des signes hémorragiques, contactez le SR de référence. Très bien. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Au revoir.